Messieurs, bonjour. Merci pour votre présence avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, déjà peut-être nous présenter en deux mots votre domaine, le nombre d'hectares, la production? Donc, Geoffroy Labénardière, je suis un des 6 associés du domaine de l'Arjol. Nous sommes situés au nord de Béziers. 6 associés, c'est assez unique. On était sous forme de GAEC, maintenant c'est sous forme de SAS. On cultive 110 hectares depuis maintenant 1974. En 1974, il n'y en avait pas 110. Et on distribue quasiment 800 000 bouteilles de vin. Et la nouveauté, 300 000 bouteilles de vin désalcoolisé. Et 50 000 bag-in-box, c'est important de le dire. Je vous le dirai après. Et réparti quasiment 50% France, 50% export. Le bag-in-box, pour comprendre, c'est en vin alcoolisé ou en vin désalcoolisé, les deux? Pour l'instant, c'est que en vin. Pour l'instant, c'est qu'en vin. Très bien, merci. Quel est votre métier à vous chez Ingevin, Rémi, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Donc Ingevin, bureau d'études, maîtrise d'œuvre industrielle, spécialisé dans le secteur vinicole, avec donc bureau d'études complet. On rassemble les capacités fluides, électricité, automatisme, suivi de chantier, conception. Dans les domaines spécifiquement vinicoles, depuis la réception jusqu'à la mise en bouteille, en passant par la logistique. Un élément particulier, c'est qu'on a développé depuis quelques années des missions d'audit de performance industrielle, qui sont liées à des arrivées dans nos équipes de personnes qui ont été en exploitation, qui ont donc travaillé sur des questions de rentabilité, de centre de profit, de performance. Donc ça nous permet maintenant de nous positionner en amont des projets, c'est-à-dire au-delà du fait de suivre les projets en question, interroger le pourquoi, la motivation, les équilibres financiers. Et on a été racheté en fait il y a 1 an et demi maintenant par une structure plus importante en Alsace, qui eux font aussi du contractant général clé en main. Donc c'est pas notre activité du bureau Ingevin directement, mais on a aujourd'hui la possibilité d'avoir une vision complète sur des opérations et de sortir un petit peu de notre zone habituelle du vinicole. Mais ça c'est plus récent. Merci. Et vous, Jérémy Arnaud, votre métier? Élaborer des stratégies, je crois qu'on en a besoin. Collectives, si on est une appellation, un syndicat, ou bien individuellement, si on est un domaine, une coopérative, un négoce. Une petite remarque, on manque de stratégie. Il faut avoir une stratégie. La communication n'est qu'un applicatif de la stratégie, mais on a très peu dépensé finalement dans l'élaboration de stratégie. Il faudrait qu'on calcule d'ailleurs les dépenses en la matière, mais je pense que le ratio est très faible. Et on est entré pourtant, il y a 25 ans, dans une nouvelle époque qui exige de nouvelles stratégies. Voilà. Donc il est temps. Alors, puisqu'on parle de stratégie, on va parler de stratégie industrielle, peut-être avec vous, Rémi. Quand on pense industrie, on pense forcément équipement. Et puis, vu même si on est sur un marché en décroissance, on pense souvent on va être, nous, dans une logique de croissance. Or, il faut se poser d'abord peut-être la question du produit qu'on veut faire avant de se poser la question de l'équipement qu'on veut acquérir. Et exactement, c'est une des difficultés qu'on retrouve. On a pu, nous, avec maintenant plus de 25 ans de suivi de projet, on est amené à, aujourd'hui, démanteler des projets qu'on a pu réaliser il y a 10 ans, 15 ans. Des projets qui, sur le plan de l'ingénierie, étaient excellents, mais qui n'ont pas trouvé leur place en termes de stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir une bonne performance industrielle. Si elle ne répond pas à un marché qui en demande, vous n'avez pas le résultat escompté. A l'inverse, vous pouvez avoir des stratégies qui sont très bonnes et qui reposent sur des outils dont la performance est discutable. Là-dessus, il y a la question, effectivement, nous on intervient sur le coût de production, c'est en fait combien ça vous coûter de produire votre vin, comment vous le produisez. Et on est conscient que cette question sur l'enjeu du coût par rapport à la valeur globale, il est important, mais il ne fait pas la rémunération. C'est-à-dire que baisser votre coût d'exploitation n'est pas ce qui vous donne une rentabilité globale. Ça reste l'achat de vente, ça reste la vente finale, le prix final. Donc je plus sois à la décorrélation entre le coût de production et le prix en tant que tel. Il doit être lié, parce que quand on a un surcoût de production et qu'on n'a plus de valeur finale, on n'a pas de soutenabilité de l'opération. Mais il faut être conscient que travailler sur son coût de production, ça permet d'être plus résilient, parce que justement, lorsqu'on est face à des situations où on a de la baisse de volume, qu'on a de la difficulté commerciale, le fait d'avoir un coût de production optimisé, d'avoir des méthodes de production qui ont été pensées pour être les moins coûteuses possibles par rapport aux besoins, ça permet de mieux supporter la pression. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'on a certes une dynamique positive, mais des outils qui sont obsolètes ou des outils qui ne sont pas pensés pour faire face à des retournements de conjoncture, on subit d'autant plus les contextes de crise extérieure.
Geoffroy, comment est-ce que vous avez vous travaillé pour ne pas subir ces contextes de crise tout en pensant long terme? Parce que même si on entend qu'on a pu démonter des installations qui avaient été construites un peu plus tôt, on essaye quand même d'utiliser au mieux l'outil qu'on a conçu. Exactement, alors je prends complètement le contre-exemple. Je me souviens d'un acheteur qui nous a dit, c'était il y a 15 ans, quand je vois dans les cuves dans lesquelles vous faites de ces vins-là et qui sont aussi bons, vous êtes très très fort. C'est pas moi qui les faisais à l'époque, donc ça va. Mais voilà, c'est toujours une question, voilà, à quel moment il faut investir et jusqu'où il faut investir. Et aujourd'hui, on voit, pour être assez franc, on voit qu'il y a eu clairement des surinvestissements en matériel et en cave et en chais à barrique, etc. dans certaines régions. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur qu'il faut surtout pas reproduire. Donc investir au bon moment et en tenant compte à la fois du coût de production, de la capacité de remboursement et puis voilà, est-ce que ma société va pouvoir profiter de cet investissement-là matériel en termes techniques et en termes de coûts. C'est vraiment global. Et aujourd'hui, les investissements de confort, c'est vraiment terminé. Je pense que c'est ça la grande leçon d'aujourd'hui. Alors vous êtes lancé, vous, il y a très longtemps, très longtemps, à l'échelle de cette boisson, dans le vin désalcoolisé, puisque c'était en 2019, c'est ça. Donc 7 ans, ce qui est une éternité pour cette boisson. À l'époque, il n'y a pas de référence. Vous n'avez personne qui s'est planté avant vous, donc, ou pas grand monde. Donc comment on définit le curseur ? Tout simplement, alors c'est une demande qui vient du marché. On dit toujours qu'il faut écouter son marché et ses clients. C'est la réalité chez nous pour lancer les vins sans alcool. On a un marché important aux Pays-Bas. Et un des acteurs de ce distributeur, caviste, un réseau de cavistes, m'a dit, quand je vois le développement de la bière sans alcool, je pense que le vin a une carte à jouer. Est-ce que ça vous intéresse de le faire avec nous ? On a dit banco, parce qu'on adore innover. Et on a goûté ce qui existait. Bon, il y avait du bon et du moins bon, et on a bien compris, pour être vraiment franc, et ça c'est le discours commercial que j'ai eu par la suite, a suivi cette trace, on peut pas être comme du vin. Mais en fait, c'est pas le sujet. Les gens qui disent c'est pas du vin, en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est il y a des gens qui veulent être comme nous au moment où on partage un apéritif avec un verre de vin. Mais dedans, il ne faut pas qu'il y ait d'alcool. Alors, il faut qu'il y ait des rappels du vin, il faut que ça soit à côté du vin, mais ça ne peut pas être comme du vin. Donc, en fait, le sujet, c'est pas ça. Par contre, dans cette catégorie de vin désalcoolisé, il faut que ça soit bon. Et on sait vraiment, avec mes associés, et un de mes associés qui s'occupe de toute la partie vin, entre autres, il s'est vraiment focalisé, faire ce vin désalcoolisé le meilleur dans sa catégorie. Donc, qu'est-ce qui reste quand on désalcoolise du vin ? Pour les blancs et les rosés, il reste la fraîcheur et les arômes. Et pour le rouge, il reste les tanins. Ça paraît difficile sur le rouge, mais c'est presque le plus facile une fois qu'on a réussi. On va en parler avec Jérémy aussi, mais puisque le référentiel gustatif est complètement brouillé, en fait, on n'a plus du tout les mêmes repères. Ce sur quoi on se base, c'est sur le capital que représente la bouteille, éventuellement l'étiquette. On a les codes finalement, mais ça ne suffit pas à faire un prix et à établir un coût de production soutenable qui puisse faire que derrière, au mieux, vous ne perdez pas d'argent avec une bouteille, quoi. Oui, en fait, après, on s'est adressé à des prestataires, parce qu'il existe des prestataires maintenant en France, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Nous, on fait en Belgique, il y en a en Allemagne, il y en a en Espagne. On a sous-traité, mais avec des liens très forts. C'est nos vins, donc ça, c'est notre savoir-faire de vin. Quel vin on envoie pour être désalcoolisé ? Forcément, il est adapté, mais c'est du vrai bon vin qu'on pourrait mettre en tant que vin en bouteille. Et eux, ils ont un savoir-faire pour enlever l'alcool. Ils étaient distillateurs, donc ils savent le faire. Sauf que là, c'est l'inverse. On ne garde pas l'alcool, on l'enlève. C'est juste ça. Donc on a trouvé une entreprise qui a un vrai savoir-faire d'enlever l'alcool en touchant le moins possible le reste. Oui, mais en termes de prix, encore une fois, puisqu'on est sur un process supplémentaire, donc ça nous coûte plus cher. Donc c'est une marge qu'on ne fait pas versus si on avait vendu le produit brut, entre guillemets. Donc comment est-ce que vous avez défini le curseur au-delà duquel il ne fallait pas monter ? Voilà. La capacité à payer, c'est très, très juste. Alors ça, c'était un vrai pari. Jusqu'à quel prix le consommateur peut payer, est-il prêt à payer un vin désalcoolisé ? Voilà. Est-ce que c'est à 5 €? Est-ce que c'est à 8 €? Est-ce que c'est à 10, 11, 12 ? Et là, j'ai fait un vrai pari, juste en dessous de 10. Je me suis dit, je vais un petit peu ce qui existe dans le monde du vin. Nous, on distribue que dans le réseau caviste partout dans le monde. Et il y a vraiment une frontière à 10, une frontière à 15, une frontière à 20. Je me suis dit, pour un produit nouveau, au-dessus de 10, je trouve ça un peu osé. Je l'ai positionné pour qu'en gros, il soit entre 8,50 et 9,90. Et ça a marché. Et ça a d'autant mieux marché que beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le vin désalcoolisé, eux, ont positionné au prix consommateur entre 12 et 19.
Donc du coup, on n'est pas les seuls. Hein. Je pense à Ubi qui a fait la même chose. On a un positionnement où on peut plaire à ceux qui sont prêts à mettre un peu plus que prévu pour faire une découverte, mais peut-être pas 12 ou 14. Et ça a marché. Merci. Alors Jérémy, sur quoi repose la création les leviers de création de valeur selon vous? Tout à l'heure, dans la présentation d'Éric Girohéro, il nous a présenté des bouteilles dont on voyait le prix qui augmentait sensiblement. On a du 5, on a du 7. Le prix augmente tout le temps. Le vin à 5 €, j'ai envie de vous dire, où on a le prix. Aujourd'hui, c'est le prix moyen qu'on paye. Hein. On paye même moins que ça, je crois, une bouteille de vin dans un supermarché. Mais selon vous, est-ce que ce vin-là, dans 5 ans, c'est fini? J'aime la question. Alors, si on se projette tout de suite, on va bien sûr continuer à devoir écouler du vin à pas cher, puisque ça s'appelle une stratégie d'écoulement. Donc on va essayer de survivre le plus longtemps possible, mais ça ne veut pas dire qu'on va se redévelopper. Donc ma proposition, je vais le dire de façon schématique et un peu brutale, attention, on s'accroche. Donc je pense que les vins à 5 €, c'est fini. Et la fin a déjà commencé il y a 25 ans, puisque les vins vendus à ces prix-là n'ont jamais plus regagné de volume depuis 25 ans, si on lit les panels que la filière achète depuis les années 90, ça s'appelle les panels IRI, puis Circana aujourd'hui, qui sont des panels de sortie de caisse. Aujourd'hui, on ne vend pas 1 litre de plus depuis 25 ans à moins de 5 €. Donc si on veut continuer à vendre du 5 €, il faut savoir qu'on va continuer à mévendre. Donc ça s'appelle une stratégie d'écoulement. Moi, je suis contre. Pas parce que je préférerais que les gens soient tous riches à pouvoir s'acheter des vins plus chers. C'est parce que je considère que même à prix bas, ça ne se vend pas. Et je le constate, je l'observe. Voilà. Et les datas sont connues. Hein, je veux dire. Alors, la stratégie, c'est de savoir si on doit quitter ce segment de prix ou est-ce qu'on doit continuer à l'occuper différemment. Donc, on le quitte en vin, on y reste en boisson de vigneron. Aujourd'hui, on peut y être en format réduit à entre 3,5 et 5 € la canette de boisson de vigneron, que je pourrais détailler ce que j'entends par là, pour du 25 centilitres. Donc c'est très intéressant à accepter que c'est la boisson qui domine à moins de 5 €, que le vin, en termes de profitabilité, d'imaginaire, n'a plus rien à y faire, mais que le vigneron peut continuer à y faire, avec des produits qui vont renouer avec une vieille histoire vigneronne qui était qu'on ne faisait pas que du vin comme aujourd'hui. Donc on a eu fait des boissons, nous, les vignerons. Donc on peut occuper ce moins de 5 €. Même sur les boissons de vignerons, je vais jusqu'à dire qu'on peut en 75 centilitres occuper les 7-10 €. Donc à moins de 10 €, c'est l'univers pur et parfait, je dirais, de la boisson. Et certainement plus de la notion de terroir qu'on est allé amener là jusqu'à 1 € et quelques, moins cher que le vinaigre ménager. En AOC générique, par exemple Bordeaux, actuellement sur linéaire. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire en vin valorisé ? Eh bien, entre 7 et 15 €, il faut admettre que les 25 dernières années ont été l'avènement des vins de soif. Voilà, il faut le reconnaître. Et que c'est vendu beaucoup plus cher qu'une AOC générique qui dit le terroir, en sautant sur sa chaise comme un cabri. Et puis ensuite, il faut se dire qu'à long terme également, puisque je parle avec une vision à long terme, donc c'est pour ça qu'il faut s'y préparer stratégiquement, il faut se repositionner dès à présent, et certains l'ont déjà fait. La notion de terroir, elle est déjà non profitable pour les vignerons normaux, de dimension normale, à moins de 10 €. Donc elle est déjà en train de passer la barre des 10 €, la notion de terroir, si elle est profitable et crédible. Comment dire et raconter aux consommateurs que le terroir existe quand on est à 1,20 € et que moi je viens de l'autoroute où j'ai pu boire un chocolat intense à 3,10 €. Donc, et dernière... Alors, c'était le sucre qui était intense, c'était pas le chocolat. Projection du vin de terroir à partir de 15 €. Sans plafond. Alors évidemment, dans les réalités des faits, on peut être à tous les prix, que l'on soit en boisson de vigneron, en vin boisson valorisé ou en vin de terroir, on peut être à tous les prix, mais ce que je viens d'indiquer sont les cœurs de marché. 7-15 € pour un vin boisson valorisé et vin de terroir à partir de 15, dans quelques années, on y sera contraint parce qu'on renouera d'ailleurs avec la notion d'un vrai vin de terroir, ou d'un nouveau type de vin de terroir. Mais en tout cas, le vin générique de terroir, c'est fini, avec son emblème, qui est l'AOC générique. Donc 30 à 50% aujourd'hui du volume en AOC est mal positionné, en stratégie d'écoulement, en voie d'arrachage. Et donc il faut repositionner prioritairement ce volume.
Merci. Rémi, vous vouliez répondre? Oui, il y avait, je souhaitais rebondir du coup sur 2 éléments, parce que du coup c'est très intéressant. Effectivement, la question du moment de l'investissement et de la stratégie d'investissement. Lorsqu'on investit, on peut investir sur ce qu'on produit, sur ce qu'on va produire, et sur l'amélioration de ce qui est aujourd'hui une problématique pour maintenir ce qu'on fait. C'est sûr que les projets ambitieux de développement majeur, de restructuration totaux sont toujours séduisants. En revanche, on a pu constater, nous, que tous les projets qui sont toujours limités à une portion congrue de la partie déjà maîtrisée sont des projets qui, dans le temps, se tiennent beaucoup mieux sur le plan financier. C'est-à-dire que les grandes réussites dans le Languedoc et dans le sud de la France, on voit qu'ils investissent lorsqu'ils ont un ensemble consolidé, et ils investissent que sur une partie de cet ensemble consolidé en maintenant un recours à de la prestation de services externes pour gérer les imprévus et s'assurer que la rentabilité qui est ciblée, elle est consolidée et sécurisée. Donc ça, c'était une première remarque. Et la deuxième, sur la question du volume des vins, de l'entrée de gamme. Il y a quelque chose que nous, on a pu constater. Sur la production dans le monde coopératif, il y a une logique du volume diviseur commun. C'était un point clé. Finalement, le coût de production, l'efficacité de notre outil, pouvait être compensé par le volume qui faisait un diviseur commun. Aujourd'hui, la problématique, c'est que le volume, même s'il est diviseur commun, s'il produit des volumes qui ne se vendent pas, qui créent du stock, au contraire, ils sont contre-productifs. Donc, il y a des interrogations à mener, justement, sur les outils, pour pouvoir être capable de travailler efficacement sur ce qui se vend le mieux. J'entends par là qu'aujourd'hui, il y a des structures qui se battent pour maintenir des volumes, sans avoir conscience que ces volumes-là les desservent au global. Parce qu'un vin qui n'est pas vendu, il est stocké dans un outil, cet outil a un coût, et ce vin qui n'est pas vendu n'est pas forcément un vin qui s'apprécie. Parfois même, il se déprécie, en nécessitant des investissements pour le conserver. Donc là, on a vraiment la double peine sur ces éléments-là. Et là où c'est pervers, c'est que parfois, on souhaite maintenir des volumes pour alimenter un outil qui est à la base mal dimensionné. C'est-à-dire que notre outil n'est pas performant au-delà d'un certain volume. Résultat, je maintiens du volume, sinon je ne suis pas performant, je ne tombe pas sur mes pieds. Donc j'ai des vins à écouler, mais que j'arrive pas à écouler. Donc finalement, on reboucle en ayant toujours la solution de favoriser le volume et espérer que le marché va être la réponse. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Là c'est fini, on l'a vu, c'est terminé. Les outils, l'investissement dans l'outil et la performance de l'outil, c'est ce qui nous semble être un moyen d'adaptation radical par rapport au marché. Et dans la coopération, on remarquera que parfois, il y a des structures qui se battent pour conserver des volumes à travers des interlocuteurs locaux qui ne sont pas toujours les plus engagés dans la transformation de leur milieu, de leurs produits et de leur métier. Donc à un moment, quand on fait le tour complet, il faut s'interroger, il faut mieux produire 30 000 hectos, bien les vendre et tout le monde en vit, que produire 50 000 hectos, avoir 20 000 hectos de stock et personne ne gagne sa vie. Alors, Geoffroy, en rebond, puisqu'on a parlé donc d'une stratégie de découlement d'un côté, de savoir limiter aussi sa production de l'autre. Quand on vous a écouté tout à l'heure, on s'est dit, tiens, ils ont créé une boisson suite à la demande, ils n'ont pas attendu d'avoir une baisse de demande en fait, sur le vin, on va dire, traditionnel, et vous avez laissé entendre aussi que vous aviez des boissons également en préparation, je ne sais pas si c'est ce qu'appelle Jérémy, des boissons de vignerons, mais en tout cas, vous avez une idée de diversification. Est-ce que ces diversifications, toujours dans le domaine de la boisson, elles pallient aujourd'hui des manques à gagner ou est-ce que vous anticipez une baisse de demande de vin traditionnel en créant de nouvelles boissons? Pardon, je vais le prendre plus simplement. C'est même là c'est double gain parce que à la fois on développe une nouvelle activité, c'est un exemple concret de diversification. Et en même temps, ça dynamise aussi les vins. Parce que je me souviens très bien, au départ, on m'a dit, mais tu vas mettre l'Arjol sur l'étiquette de tes vins désalcoolisés. Mais bien sûr, on va faire le mieux possible pour répondre à cette demande. Et on va assumer que ce produit-là, on va le distribuer sous le nom l'Arjol. Et donc ça dynamise l'ensemble parce que ça resserre le lien avec nos clients qui, pour la plupart, 90%, ont pris la gamme de vins désalcoolisés. Et donc, on a plus de liens avec eux, plus de chiffre d'affaires.
Et en même temps, on a trouvé des nouveaux clients dans le monde du vin, en France et à l'export, et puis des opérateurs purs vins sans alcool. Donc c'est une vraie diversification. Et l'autre décision qu'on a prise très vite, c'est de faire tout de suite une gamme. On a fait dès le départ 3 vins désalcoolisés, et maintenant on en est à 7 et bientôt 8. Et on ne va pas s'arrêter là, puisqu'on essaye de faire des produits qui sont un pas de côté encore par rapport au vin. On va sortir ce dont vous avez peut-être entendu parler, des sparkling tea, des thés pétillants. En fait, c'est des infusions de thé avec des fruits. Donc, il faut choisir ce que l'on veut faire. Parce que la demande claire de nos clients, c'est que leurs propres clients, consommateurs finaux, en France et à l'export, ils sont amateurs de vin, ils veulent des alternatives de vins désalcoolisés, mais ils veulent aussi autre chose hors vin. Et ces boissons avec du thé à base de fruits, le fruit, en l'occurrence, c'est du raisin dedans ou pas du tout? Non. Par contre, je dis, voilà, c'est le petit clin d'œil. Oui, c'est pas du raisin, c'est pas du vin, c'est clair. Mais par contre, il y a une macération de thé et il y a une infusion de fruits. Le raisin, a priori, c'est du fruit. Vous utilisez le même outil industriel pour faire ça ou On est en train de le définir là. Mais c'est pareil, ça sera fait à l'extérieur. La question, effectivement, de la variabilité du volume de récolte, qui est un énorme problème dans le vinicole, en particulier donc sur la production, donc là qui est notre secteur. La question de la gestion des prix en aval, là c'est moins mon domaine. Mais c'est un point clé de la gestion de l'investissement et de l'équilibrage des projets. Non seulement on a une variabilité de récolte, mais en plus on a des outils qui sont utilisés 3 mois dans l'année, dont certains outils sur ces 3 mois qui sont utilisés 3 semaines. Et dans ces 3 semaines, il y en a, c'est encore 3 jours. Donc à partir de là, comment on arrive à dimensionner de manière raisonnable pour ne pas fonctionner en sous-régime? Parce que c'était autre chose que j'espérais pouvoir aborder, donc ça tombe très bien que vous me donniez la main. Donc la gestion du pic, c'est le point clé pour l'équilibrage du projet industriel, en particulier dans le monde du vin. Il y a le fait de répondre correctement techniquement, c'est-à-dire de se dire que on a un pic à gérer, on souhaite être capable de produire plus en situation exceptionnelle, en tout cas d'absorber plus en situation exceptionnelle. Comment on se positionne techniquement? Vous avez plusieurs options. Soit vous considérez que vous avez un système qui est dimensionné pour travailler dans la meilleure condition, sous la plus importante contrainte. Parfois, c'est certaines approches qui sont amenées de la part de vignerons. Ils veulent pouvoir être au top, même dans la pire des situations. Le problème, c'est que techniquement, les outils, ils ont des cadences cibles en termes d'efficacité. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont ultra performants sur leur cadence cible. Si vous les suralimentez, ils ne vont pas être capables de l'absorber. Si vous les sous-alimentez, ils vont perdre en performance. Là, je parle en particulier sur du chaud, du froid, des éléments qui sont consommateurs d'énergie. C'est complexe. Aujourd'hui, nous, quand on échange avec les vignerons, avec les coopérateurs, on différencie les problèmes de riches et les problèmes de pauvres. Dans le sens où quelqu'un qui a un outil surdimensionné, qui n'arrive pas à alimenter, qui ne gagne pas sa vie, il a des problèmes de pauvre. Quelqu'un qui a un outil, finalement, il le suralimente, parce qu'en fait, il a du volume à écouler. Son outil marche hyper bien, il y a des problèmes de riches. Pendant longtemps, la position a été de se couvrir pour faire en sorte qu'en cas de circonstances exceptionnelles, on ne vienne surtout pas frapper à la porte pour dire « Ah là, ça ne marche pas votre truc. Là, on a dû tout rentrer en 2 semaines, ça ne marche pas, ça ne rentre pas. » Là, il y a un arbitrage à faire. Et aujourd'hui, il faut mettre le vigneron au centre de cet arbitrage. C'est-à-dire qu'il faut être conscient des conséquences de la prise de décision. C'est-à-dire que si on veut pouvoir avoir un outil qui tourne, quelle que soit la situation, quelle que soit la pression, on va le coûter très cher, il va coûter très cher à aménager, il va coûter très cher à exploiter, et tout le temps où il va être en sous-régime, il va nous coûter encore plus cher. Et si jamais il s'avère que le pic n'est jamais atteint, on va tenir un outil peu performant pendant le temps long. Donc là, c'est la pire situation, et c'est le cas de pas mal de structures, dans différents domaines. Donc vraiment, aujourd'hui, nous, on conseille plutôt de réfléchir à une cible raisonnable moyenne, et d'anticiper comment on va accepter de dégrader la performance de manière maîtrisée. C'est-à-dire de se dire qu'il y a une grosse récolte. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Comment on va faire? Eh bien, on va accepter de faire des compromis sur certaines choses. Il faut mieux faire des compromis sur une grande récolte que se retrouver à ne pas pouvoir faire face à des petites. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, il y a la question du pic en tant que tel. Comme on l'a dit, un pic, en fait, ça se construit. Et on a pu constater qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de variables d'ajustement dans l'organisation interne, dans les process qui doivent être challengés pour les mettre en lien avec les pics de besoins qui sont nécessaires au fonctionnement du site. C'est-à-dire qu'en fait, si vous récoltez toute la journée de manière aléatoire, en instantané, vous pouvez avoir une entrée de récolte
en général, beaucoup plus importante en fin de matinée. Parce que tout le monde apporte au même moment. Si vous contraignez l'apport sur convocation et que vous lissez cette entrée, ça vous permet de rentrer le même volume sur la même matinée, mais avec des outils qui vont fonctionner en continu. Vous allez pouvoir faire 2 tours de pressoir par rapport à un seul tour de pressoir. Et ça, c'est des éléments clés qui font que vous avez comment, en fait, où vous placez votre seuil de pic et comment vous constituez votre pic. Et parfois, les vignerons ne sont pas toujours mis en situation de choisir sur quels sont les compromis que eux ils veulent faire. Voilà. On nous donne une consigne et l'ingénierie, parfois, c'est de donner la meilleure réponse à une question. Parfois, la question est mal posée. Et c'est là où il faut amener en fait de l'interrogation pour dire oui, mais si on s'organise autrement, est-ce que c'est pas une opportunité ? Alors, Jérémy, vous nous avez interpellé tout à l'heure en disant le consommateur. Le consommateur, il fixe aussi son prix. Vous avez travaillé notamment pour le comité interprofessionnel des vins de Provence. Comment est-ce qu'on est passé d'un vin qui n'était pas du vin, le rosé, il y a 25 ans, à quelque chose qui se négocie aujourd'hui à prix d'or, alors que fondamentalement, le produit n'a pas beaucoup changé. Qu'est-ce qui fait que le consommateur a eu cette capacité à payer qui s'est vue démultipliée sur ce produit ? Bon, d'abord, une remarque méthodologique. Ça fait 25 ans que je suis dans la filière. Je suis rentré dans la filière alors qu'elle est à l'entrée dans la crise. Bon, et pour des raisons de circonstances, eh bien, on a cru que c'était pas la crise, puisqu'il y avait le French Paradox. Moi, je suis de la vallée du Rhône, donc dans les années 95-2000, on s'est dit, mais c'est formidable, on va continuer à vendre très bien du rouge. Mais il y avait aussi d'autres études qui disaient que le consommateur était en train de changer, pas que dans le domaine du vin, mais de façon générale. Donc on n'a pas été poreux à l'idée que une nouvelle époque allait s'imposer, qu'elle allait nous faire avoir des consommateurs face à nous, devant nous, différents. On ne s'est pas adapté. Et les vignobles qui aujourd'hui souffrent le plus sont ceux qui ont été les plus inadaptés, qui ont le plus retardé leur adaptation. C'est pas étonnant que Bordeaux soit en crise de façon emblématique aujourd'hui, mais finalement il y en a eu d'autres avant. Hein. Alors justement, moi je suis arrivé en 2000 en Provence. Eh ben, c'était une AOP, rappelez-vous, dont on disait que c'était pas grand-chose. D'abord parce que vous pensiez que le rosé, c'était pas du vin. Vous, dans la filière, nationalement... D'ailleurs, la définition juridique, je me souviens quand j'intervenais avec Robertin Lot, c'est ni du vin rouge ni du vin blanc. Donc il n'y avait pas forcément l'idée même que c'était du vin à part entière, un marché à part entière, etc. Sans argent, à l'écoute, en partant du consommateur, puisqu'en Provence, on avait 40 000 euros de budget entre 2000 et 2006 quand j'ai fait les études stratégiques, pour donner à voir aux vignerons qu'il y avait un potentiel de développement à ce sujet. En fait, on s'est basé sur les études que les autres avaient payées qui disaient « Oh là là, le monde est en train de changer, le marketing va devoir s'adapter, tout produit et tout secteur confondu, nos gouvernances, etc. » Il va falloir partir du consommateur, de son nombril, et c'est lui qui va faire roi, et c'est lui qui va imposer son diktat. Nous, on a toujours du mal à penser que ce n'est pas nous qui allons faire ce que le consommateur doit boire, doit apprécier. On est toujours dans l'idée que c'est à nous de faire le prix à sa place, qu'il doit comprendre avec tout notre narratif que le prix se justifie. Difficile, hein, aujourd'hui, un Bordeaux à 1,20 € d'expliquer au consommateur qu'on a fait le bon prix quand même. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de faire le prix. Voilà, le conseil que je vais donner de façon schématique, ne faites plus le prix. Vous êtes les premiers à vous tromper quand c'est trop bas et à vous voler quand c'est pas assez haut. Voilà. Moi, quand je dilue, je vais répondre à ta question, mais je suis enregistré donc je le grave. Quand je dilue du vin à 5,45 € Côte du Rhône, je ne dirais pas la marque, elle est connue, à hauteur de 20%, que je mets de l'eau cristalline et que je fais des études consommateurs et que le consommateur il est prêt à mettre 2 à 3 fois plus cher, vous en pensez quoi ? Que c'est mal. Mais lui, il trouve ça très bon. Et quand on le fait dans une ambiance caviste, je vous le dis, c'est x3. Quand on le fait dans un truc un peu moins standing, on fait x2. Donc en fait, on est capable aujourd'hui de vendre beaucoup plus cher si on part du consommateur. Donc moi, les cuves, le tuyautage, l'ingénierie, l'investissement. Quand on a pensé que le rosé allait marcher, c'est parce qu'on est parti d'un consommateur qui a dit, dans les études dès le début 2000, c'est ça qu'on veut plutôt que le reste. On a fait une étude de transfert que vous avez financée d'ailleurs, puisqu'on l'a fait avec le CNIV. On n'avait pas d'argent en Provence, donc on faisait payer aux autres aussi ce qui nous intéressait. Et donc, on a vu que les 3/4 de l'augmentation, c'était en 2003-2004, les 3/4 de l'augmentation de rosé, ça allait être dû à un transfert du rouge vers le rosé. Et un quart par du recrutement d'acheteurs exclusifs.
Donc on savait que la mécanique, c'est ça qu'il faut étudier, les transferts d'achat. Alors aujourd'hui, on n'est plus forcément dans ce transfert d'achat-là, puisque même le rosé est en difficulté. Mais il y a un transfert qui va devoir vous interpeller, et ça revient à la technique. Mais si on fait partir la stratégie de ce que je dis, et pas du coût, simplement, on est en train de devoir détranquilliser. Il y a un transfert d'achat du tranquille vers la bulle. Vous êtes équipé ? Ah, ça devient intéressant de discuter d'équipement. Parce que si vous n'avez pas de bulle, aujourd'hui, vous êtes handicapé pour, et c'est bien plus fondamental que le désalcoolisé, qui n'est qu'une modalité de positionnement. On est désalcoolisé en tranquille, on est désalcoolisé en effervescent, mais le déclencheur d'achat le plus puissant, c'est la bulle aujourd'hui. Et la dilution est beaucoup plus intéressante que la désalcoolisation, même si je suis pour qu'il y ait des 0%, parce que la dilution, vous pouvez la faire pas cher, parce que simplement, il faut faire sauter des barrières pour certaines catégories. Il faut, comme dirait Chapoutier, hydrater le vin au chai. Mais moi, déjà au marketing, quand je l'hydrate à table et dans le verre, ça leur plaît plus. Voilà, le marketing devra accompagner ce genre de choses. Mais ne serait-ce que revenir à une dilution. Donc le rosé de Provence, c'est valorisé parce qu'on est parti du fait que le consommateur en voudrait plus, parce que non déceptif, c'était finalement le vin qui lui paraissait le moins déceptif de tous, parmi toutes les couleurs. C'est celui qui allait être le plus hédoniste et praticable dans son hédonisme contemporain, c'est-à-dire un vin feu de camp, rassembleur, convivial, avec un discours muet et pas du sachant. Finalement, c'est un vin qui a pas eu besoin qu'on explique beaucoup de choses. On n'a pas bavassé sur lui. On l'a laissé être approprié, effectivement, par un consommateur. On a fait quand je suis arrivé en 2004, changement dans la communication, vin de liberté. Si vous reprenez les codes de Provence, c'est le slogan. Donc, laissez, notamment pour les vins boissons, mais ça vaut aussi pour les vins de terroir, laissez, dans la mesure des études qui existent pour être rassuré, mais laissez le consommateur faire le prix. Vous verrez, ça se passera mieux. Aujourd'hui, il ne comprend plus rien à nos prix que nous fixons. Et il n'est même pas, quand il y a C'est qui le patron, il est même prêt à acheter plus cher le Beaujolais, qui a été le premier vin étudié par ce label. Il était prêt à mettre plus d'1 euro de plus en GD que ce que nous, on s'était mis d'accord sur le prix entre producteurs, négociants et distributeurs. Voilà. Merci Jérémy pour cet exposé. Juste, vous vouliez réagir, Geoffroy, par rapport aux bulles et à la désalcoolisation et l'alliage des deux. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de cartes dans ses mains. Donc les rosés ont été et sont un peu moins aujourd'hui, mais une tendance. Voilà, et quand vous voyez le développement des bulles que je partage, vous les associez à cette tendance de bulles dynamiques et cette tendance de vin désalcoolisé, vous faites double jackpot là. Eh bien, vous allez pouvoir nous détailler peut-être un petit peu plus à l'apéritif ce jackpot avec les gens qui ont envie d'échanger avec vous sur votre stratégie particulière, celle que vous avez mise en œuvre au sein du domaine de l'Arjol pour pouvoir créer de la valeur et non pas en détruire. Ouais, alors rapide parce qu'après on va vraiment être en retard, mais allez-y Rémi. Du coup, très rapidement, effectivement, je le disais au début, le coût de production, c'est pas ce qui fait la rentabilité de la filière, donc il ne faut pas se tromper. Je rejoins aussi le fait qu'aujourd'hui, si vous voulez être performant, diminuer vos coûts, il faut interroger vos process, interroger votre manière de faire du vin et vous poser la question est-ce qu'on vous paye pour l'action que vous faites sur votre vin. Et pour ça, il faut expérimenter, tester. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des consignes de température, des méthodes de travail qui ne sont pas forcément liées à de la comparaison, au gain de valorisation qu'on a à la fin. Et ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, il n'y a pas de réponse magique. On ne peut pas changer un problème structurel en 3 mois. Et le dernier élément, sur la bulle, quand on parle justement d'outils et de méthodes, si vous voulez vous lancer dans la bulle, interrogez-vous sur comment vous pouvez faire de la bulle et qui va vous l'acheter. Est-ce que la méthode champenoise est un élément indissociable de vins effervescents qui vont être achetés par le consommateur final? Est-ce que la méthode en cuve close n'aura pas le même impact? Et là, on a une énorme différence. Et ça illustre très bien, c'est qu'on a différentes manières de produire un produit. Est-ce qu'on va vous valoriser une méthode spécifique? Voilà. Merci Rémi, merci Jérémy, merci Geoffroy, merci à tous les trois pour votre intervention. On peut les applaudir.